Donc, bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui donc avec Bruno Doucet pour vous parler du Printemps des poètes et plus particulièrement de ce livre-ci qui va paraître donc le 3 février et qui s'intitule L'éphémère, 88 plaisirs fugaces. Donc cette anthologie, vous les connaissez plutôt bien, c'est nos anthologies du Printemps des poètes. Ça fait déjà quelques années qu'on les fait. Ouais, 12. 12 ans. Et donc celle-ci est consacrée au thème choisi par le Printemps des poètes, qui est celui de l'éphémère. Donc le Printemps des poètes, il se déroulera du 12 au 28 mars cette année, et comme toujours, il coordonnera des opérations dans toute la France, à la fois dans des institutions, dans des bibliothèques, dans des librairies, dans des écoles. Voilà, donc il mobilise énormément de gens qui vont faire vivre la poésie à ce moment particulier de l'année, qui vont la faire vivre de plein de manières différentes, sur lesquelles on reviendra un peu à la fin de la rencontre également. Voilà, donc je voulais vous lire également l'introduction de Sophie Nolot, qui est la directrice du Printemps des poètes, et qui nous a livré ce petit texte que vous retrouverez également dans l'anthologie. Donc, l'éphémère. Il en va des mots comme des chansons d'amour qui reviennent par surprise au détour d'une voix, d'un souvenir, d'une émotion. J'ai pris la main d'une éphémère, dansée dans ma mémoire. Sans que je sache qui le premier, de Montand ou Ferré, avait semé ce trouble de l'étrangère en moi. Adolescents, nous ne comprenions pas tout à cette romance des années folles, ni même à ce poème que l'on disait roman inachevé, mais pressentions ce mystère de l'éternelle poésie qu'Aragon dilapidait sans crier gare. Une seule et unique voyelle, 4 fois invoquée, entre la fièvre, le murmure, la foudre, l'imaginaire, l'insaisissable, l'avenir, l'impensé, le maternel, le fugace, la soif, l'énigme, le précaire, l'effervescence, le friable, l'envol, l'impermanence. Plus vaste que l'antique carpe diem et plus vital aussi, l'éphémère n'est pas qu'un adjectif de peu d'espoir. C'est un surcroît d'urgence, de chance et de vérité, une prise de conscience toute personnelle et cependant universelle, comme un quatrain d'Omar Khayyam, un haïku d'hiver, un coquelicot soudain, une falaise à soi, un solstice d'été, un arbre déraciné, ou la vingtaine de numéros d'une revue de poètes du siècle dernier. Il est temps de sonder à nouveau l'éphémère, de ne pas attendre à demain, de questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. Voilà, donc le texte de Sophie Nolot. Merci Ariane. Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-nous ce dispositif éphémère, une fois de plus. C'est la 3e année consécutive que le Printemps des poètes se trouve entravé, un peu empêché, et pourtant nous allons vivre pleinement ce Printemps des poètes après la saison du courage, après celle du désir. Voici venue celle de l'éphémère. Chacun convoque en soi, bien entendu, les références qui sont les siennes. Chacun a sa bibliothèque mentale concernant une thématique comme celle-ci. Alors, on a tous envie de se souvenir effectivement du poème d'Aragon, chanté par Bernard Lavilliers, par Léo Ferré, par Jean Ferrat. J'ai pris la main d'une éphémère, elle m'a conduit dans sa maison. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. C'est des vers sublimes, mais on pourrait en citer d'autres. On pourrait penser à Corneille, Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux, etc. Bon, on a presque envie de le chanter. Et puis pour d'autres, ça va être le souvenir d'un parfum dans un poème de Baudelaire, le passage d'une fugitif, d'une passante, je pense à un autre texte, la rose d'un matin et son teint au vôtre pareil. Pour d'autres encore, ce sera par exemple le savon de Francis Ponge, qui est forcément éphémère puisqu'il disparaît à mesure qu'il se donne entre nos mains. Ça peut être les fragments intemporels d'Emily Dickinson, ça peut être un poème de Bachot, un texte d'amour de Catherine Pozzi, etc., etc., ou le pont Mirabeau d'Apollinaire. Chacun a sa bibliothèque et nous, ce que nous vous proposons, au fond, ce n'est pas la bibliothèque idéale, c'est une autre bibliothèque possible, empruntée
aux auteurs contemporains que nous côtoyons et qui viennent de tous les horizons. Je voudrais d'abord dire en ouverture qu'une anthologie, ce n'est pas un catalogue d'auteurs connus ou peu connus. C'est un collectif et nous concevons comme cela la réalisation d'une anthologie. Un collectif qui est fondé sur un seul et même critère, une seule et même question que nous nous posons et que nous leur posons. Qu'avez-vous à dire sur l'éphémère? Et si vous n'avez rien à dire, amis poètes, eh bien, passez votre chemin, nous vous retrouverons l'année prochaine pour une autre thématique. Autrement dit, les 94 auteurs de cette anthologie. Ouais. En fait, on avait annoncé le titre, 88 plaisirs fugaces, qu'on trouve formidable. 88, c'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens, c'est 2 fois le chiffre, symbole de l'infini, donc c'est formidable. Mais on n'a pas pu s'arrêter, voilà, on en a rajouté 6 de plus. Donc il y a 96 auteurs dans ce livre et 88 séquences poétiques, on pourrait dire les choses comme ça, eh bien, ont tous un rapport à l'éphémère. Il n'y a pas un seul texte qui nous conduise hors de cette thématique que nous avons vraiment cherché à explorer, à interroger, jusqu'à déplacer nos propres références, nos propres lignes d'horizon. Voilà, je me suis rendu compte en commençant à travailler qu'il y avait encore en moi ce jeune homme d'il y a 25 ou 30 ans qui avait lu, ou un peu plus même, qui avait lu l'essai de Gilles Lipovetsky, L'Empire de l'éphémère, cet essai sur la mode et la société de consommation, et qu'il y avait encore en moi quelqu'un qui voilà, avait tendance à montrer les dents quand on lui parlait de l'éphémère, parce que le dur désir de durer, comme le dit Éluard, lui semblait supérieur, et peut-être, je ne sais pas, des rêves d'éternité ou quelques griefs à l'égard de ces vertiges de l'éphémère que nous propose par exemple la mode ou la société de consommation. Au terme de ce travail, j'ai une vision qui est un peu différente des choses, et je mesure à combien ce thème de l'éphémère est porteur pour les auteurs, pour les artistes, et combien il est lié à l'humaine condition. Alors j'ai dit un collectif, et je voudrais nommer quelques-uns des poètes qui sont présents dans cette anthologie, et je vais le faire de façon géographique, puisque c'est une invitation au voyage. Alors vous y retrouvez en Amérique le Canada de Margaret Atwood, le Québec de Louise Dupré ou d'Hélène Dorion. Si vous descendez plus au sud, dans la zone caribéenne, eh bien, vous allez trouver par exemple 4 Haïtiens dans cette anthologie, René Depestre, Anthony Phelps, Louis-Philippe d'Alembert, Evelyne Trouillot. Et si vous descendez tout à fait au sud du continent américain, eh bien, vous allez trouver 3 Chiliens. Victor Jara, le chanteur, avec une chanson que vous connaissez probablement tous et toutes, Te recuerdo Amanda. Je ne vais pas vous la chanter parce qu'elle va vous faire pleurer, mais c'est une chanson sublime qui évoque ces 5 minutes de la fin de la vie de Manuel. Voilà, cet ouvrier sorti de l'usine. Et puis, il y a aussi un texte de Patricio Sanchez, un texte de Carmen Yanez, que nous vous lirons tout à l'heure. Changeons de continent, l'Afrique de Tanella Boni. J'ai vu paraître son nom là tout à l'heure, donc je la salue, même si je ne la vois pas à l'écran. Et puis l'Afrique du Nord de Mohamed El Amraoui, de Souad Labiz, mais aussi de Nawel Ben Krayem, franco-tunisienne, jeune franco-tunisienne chanteuse qui est présente dans cette anthologie. Le Moyen-Orient avec Ala Mohammad, le Liban de Yam Yared, l'Asie. Alors l'Asie était absolument incontournable avec une thématique comme celle-ci. On aurait même eu envie d'inviter des dizaines de haijin, de poètes écrivant des haïkus. Alors il y a 3 poètes japonais dont vous entendrez les textes tout à l'heure. Il y a des poètes coréens. Et puis nous sommes allés plus loin en Océanie avec par exemple Ima Sango en Nouvelle-Calédonie ou Flora Orima de Vatine en Polynésie française.
Alors vous allez me dire, mais l'Europe, ben oui, j'y viens. Alors l'Europe, c'est une mosaïque, c'est une constellation d'éphémères. Il y a l'Italie de Viviane Chiampi, que je salue et qui est là. Il y a Malte avec Elisabeth Grech, il y a la Roumanie de Valeriu Stancu, euh, mais aussi l'Allemagne de Hermann Hesse, la Grèce, alors 3 poètes grecs, euh, avec notamment Katerina Apostolopoulou, Yanis Ritsos et Hiro Nikopoulou. Euh, voilà. Et puis, on a des poètes qui sont à la confluence de plusieurs cultures. On serait bien en peine parfois de citer un pays. Je pense à Nancy Houston, qui est présente dans ce livre, voilà, qui vit en France, qui est originaire du Canada. Je pense à Marianne Katsaras, qui est née en Grèce, qui vit en Tunisie et qui écrit en français et qui se balade partout autour de la Méditerranée. Je pense à Samantha Baranson, etc. Et puis la France. Alors, lesquels la France Ah, j'ai oublié, Anony, j'ai oublié de citer un poète belge, Louis Kutener, qu'on adore. Il y a quelques grands anciens dans cette anthologie, des voix qui nous semblaient vraiment incontournables. Alors, la France, bah, il y a celle du Sud avec Dominique Sorante, Brigitte Brock, Sabine Venaruzzo, Aurélia Lassac et bien d'autres encore. Celle de l'Ouest, Christian Viguier, Laurent Doucet, Hélène et René Guicadou, j'en reparlerai, Yvan Lemaine, là on est parti loin à la pointe de la Bretagne, celle de l'Est avec Patrick Dubost, avec Estelle Dumortier, avec Sylvie Fabrégé, Fabienne Sviatli et bien d'autres. Et puis celle du Nord, mais je vais m'arrêter là, celle du Nord, elle commence ici, hein, aujourd'hui à Paris. Il fait tout gris, on se sent voilà, appartenir à la France du Nord. On a des chanteurs dans cette anthologie. J'en ai déjà cité 2, il faut en citer une troisième, c'est Sappho. Nous fait la joie de nous donner un texte qui figure dans son dernier album, celui qui est sorti dans les derniers jours de l'année 2021. Un artiste, Ernest Pignon-Ernest, sur lequel nous reviendrons. Puis il y a des voix confirmées, André Velter, Charles Juliet, Janine Baude, Jeanne Benhammer et tant d'autres, et puis des jeunes poètes, Sébastien Hérault, Alexis Bernot, et puis j'en ai une à côté de moi, c'est la Benjamine de l'anthologie, je crois, hein, Ouais, je crois aussi. Ariane Le Fauconnier, jeune éditrice, chargée de communication des éditions Bruno Doucet, voilà, qui publie pour la première fois un texte dans une anthologie, hein. C'est pas mal. Tu vas aller chercher le champagne. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis nous avons des invités surprises. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Hercé, dont les franciliens ont peut-être vu le poème dans le métro, parce qu'il est lauréat du prix de poésie 2021 pour un distique magnifique. Voilà, donc c'est un poète qui publie peut-être son premier texte, Christophe Hercé, mais qui a déjà eu journellement 12 millions de lecteurs. Donc franchement, on l'envie et on le félicite. Et puis, on a invité, j'ai déjà cité son nom, René Guicadou, mais ce n'est pas pour rien, puisque nous publions un inédit de René Guicadou, qui est entré dans le domaine public et dont les œuvres poétiques prétendument complètes sont parues en 1976 aux éditions Segers. Alors, excusez du peu, ce n'est pas mal. Je suis un peu long, hein? Non, c'est très bien. Non, ça va. Alors, on va revenir sur toutes ces voix, bien évidemment. Auparavant, je voudrais quand même dire quelques mots de l'éphémère, vous expliquer un peu comment nous avons appréhendé cette thématique. Alors, on est parti de loin, on est parti de là, on est parti de l'Odyssée d'Homère, là. Alors, pour ne pas faire de jaloux, on a une version fabrication maison avec Muriel Zac. Voilà. Et puis, on a la sublime traduction d'Emmanuel Lascaux qui vient de paraître chez POL. Et on a ouvert le livre, enfin la préface du livre avec justement un chapitre. C'est le moment où Ulysse se trouve sur l'île de Calypso. Vous savez ce qu'il en est. Et
au moment où Ulysse s'apprête à repartir, eh bien, Calypso lui fait une proposition. Elle lui dit regarde-moi, moi je ne vieillirai jamais, ma beauté sera toujours intacte, je suis immortelle. Et puis elle ajoute si tu restes avec moi, non seulement tu vivras avec une femme éternellement belle, mais je t'offre de partager cette éternelle jeunesse et cette immortalité. Tu ne vieilliras pas, tu ne mourras pas, et en revanche, si je te laisse repartir, eh bien, tu retrouveras une vieille femme, Pénélope, et toi-même, tu vieilliras avant de mourir. Alors, devant cette interrogation, qui ne se l'est pas posée au cours de sa vie, eh bien, Ulysse, lui, ne tremble pas, et il répond ce n'est qu'une mortelle, en parlant de Pénélope, évidemment, tandis qu'à toi, vieillesse et mort seront épargnés, mais sache que c'est là tout mon souhait, tout mon rêve à jamais, rentrer chez moi, revoir le jour de mon retour. Voilà. Et donc le héros de Homère renonce à l'immortalité. Ce faisant, il prend définitivement place parmi les vivants et il devient, au fond, une figure de l'humaine condition, celle que tous les poètes de cette anthologie, d'une manière ou d'une autre, ont interrogée. Alors, que ce soit la vie des éphémères, des éphéméroptères, qui ne vivent qu'un seul jour et que plusieurs poètes de l'anthologie ont chanté, ou que ce soit des poètes qui sont devenus quasi centenaires, comme Frédéric Jacques Temple, eh bien, toute vie humaine, on peut le dire, est placée sous le signe du passage, de l'impermanence, de la brièveté. Tout passe, rien ne dure, tout est éphémère, et le terme est formidable avec ses 4 voyelles. Avant de lire le texte de présentation de Sophie Nolot, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait ces 4 voyelles répétées dans éphémère. Et le terme, bah, vous le savez, hein, il vient du grec, il est composé de 2 mots, et il désigne ce qui ne dure qu'un seul jour ou qui est soumis au destin de chaque jour. Voilà. Et on se console, nous les êtres humains, en se disant que sa forme substantivée est réservée à la zoologie, n'est-ce pas? Pour ces petits êtres vivants, cette catégorie d'insectes qui ne vivent que quelques heures. Et nous lui préférons la forme adjectivale quand nous parlons de l'humaine condition. Alors, par exemple, on parle des amours éphémères, on parle de gloire éphémère, de plaisir fugace. Autrefois, on parlait de fièvre éphémère. Euh, et on voue un culte à l'injonction hédoniste du carpe diem, en oubliant, ou pour oublier peut-être, que nous sommes à l'échelle des temps géologiques un grain de sable, une poussière. Et la poésie, la littérature, l'art nous consolent de cela. Mieux peut-être encore, elle nous relie aux temps anciens. En préparant cette édition, je suis tombé sur une phrase de Borges dans son Histoire de l'éternité, de Georges-Louis Borges, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Je vous la livre et vous la retrouverez quand vous découvrirez l'anthologie. Keats pense à juste raison que le rossignol qui l'enchante est celui qu'entendit Ruth dans les champs de blé de Bethléem en Judée. Voilà, magnifique. C'est ça la littérature. Hein. Nous chantons l'éphémère et nous sommes liés à Rimbaud, à Ronsard, à Homère, à tous ces auteurs, au fond, qui nous font oublier eh bien, la brièveté de la vie, mais aussi ce culte de l'obsolescence programmée qui rend les objets qui nous entourent eux aussi éphémères. Et cette société dans laquelle nous vivons, qui s'organise sur le mode du zapping, une info, une séquence médiatique ou politique chassant l'autre, on sait de quoi on parle quand on est un poète, un citoyen français dans cette triste période.
Et nous sommes dans l'ère du buzz, du scoop, des images qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues, des réseaux sociaux au contenu évanescent. J'en ai même repéré un qui ose dire la chose suivante: la vie est plus fun quand on vit pleinement chaque instant. Voilà. Vous avez vu ça? Ouais. Ouais, c'est un peu terrible. Alors, nous allons entrer dans le monde des poètes et nous allons leur donner la parole en construisant le livre sur un mode un peu particulier, puisque nous avons fait le choix, en fait, on va partager notre écran pour que vous puissiez voir, alors d'abord la très belle affiche du Printemps des Poètes, notre couverture solaire, et puis ce petit texte qui est un texte collectif. Depuis 5 ans, Thierry Renard et moi-même construisons la 4e de couverture de cette façon-là, en rédigeant au fond un poème acrostiche. Alors je vous le lis: l'instant éternellement présent épingle ses éclats, propulse les écueils, habite les saisons, efface peu à peu mon texte jamais écrit, et pas un seul mot, rien ne le retiendra, encre sur la paume, au creux du temps. Et cet acrostiche, nous l'avons réalisé à partir de fragments de poèmes d'auteurs qui sont dans l'anthologie, et dans l'ordre d'apparition: André Welter, Muriel Zack, Ima Sango, Alban Gelé, Samantha Baronson, Marianne Catzaras, Thierry Renard, Jeanne Benhammer, Louise Dupré et Stéphane Juranix. Quand je vous disais qu'une anthologie est un collectif, je ne me trompais pas. Et voici les différentes têtes de chapitre de notre anthologie. Huit chapitres pour dire 8 aspects différents de l'éphémère à partir de cet acrostiche. L'éphémère, toutes les lettres ont été convoquées. L'acrostiche, c'est génial en poésie. D'abord parce que c'est transgénérationnel, ça relie tous les âges. Les enfants, dès qu'ils apprennent à écrire, les enfants adorent faire réaliser des acrostiches. Et l'acrostiche, vous savez, ça relie aussi toutes les époques de la poésie, puisque de François Villon à aujourd'hui, nous pratiquons l'acrostiche, qui consiste à faire quoi? Qui consiste en fait à descendre ou monter, comme c'est le cas ici, l'échelle des vers pour arriver au cœur du sujet. Hein. Autrement dit, l'acrostiche, ce qu'il a de formidable, c'est qu'il va déployer, au sens propre du terme, les virtualités sémantiques d'un terme, le terme qui nous intéresse. Voilà, ça donne immédiatement des pistes pour écrire, et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Et nous allons nous promener justement dans ce cabinet de curiosité, et nous allons prendre les 8 chapitres et vous faire découvrir quelques textes de l'anthologie. On ouvre avec un poème d'André Welter qui nous emmène alors en Chine, et qui nous emmène dans le village du Lotus Bleu, au 8e siècle de notre ère, là où Lippo, le poète Lippo, a passé sa jeunesse, au pied des monts des nuages pourpres, où les taoïstes venaient se mettre à l'abri du monde, au lotus bleu, du sable dans les cheveux, de la neige sur les yeux, du vent au bord des lèvres, saisir l'éphémère qui est là et s'évade, être encore avec la Haute-Seu dans le flux de l'instant éternellement présent, corps à l'aplomb de soi, esprit en harmonie vagabonde, souffle accordé à tous les univers, quand rien ne reste inaccompli. Ce qui est soudain vient de si loin qu'il a défait le temps, et nous veut sans cesse, comme l'hippo au lotus bleu, simple ermite du sans limite. C'est un texte qui était parfait pour ouvrir cette thématique de l'instant. Et nous
prolongeons avec un poème tient, qui nous tient à cœur, un poème de Jeanine Maud. Vous savez sans doute que cette grande dame de la poésie nous a quittés à la fin du mois de décembre, donc il y a un mois exactement, puisque c'était le 27 décembre. Et un mois et demi plus tôt, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital, nous lui avons demandé un poème sur l'éphémère. Quelques jours plus tard, elle nous envoyait le texte que voici. Je veux vivre. Je veux vivre, puis aller comme le fleuve vers la mer. Instant de lumière éphémère, toi, mes jambes dans l'amour, la couronne hélas, et l'accrocher sur la porte pendant la trêve de Noël, le solstice d'hiver. La chair, ma source vive encore et brûlante, si je reviens au sable, au désert, brindille qui déploie sa luminescence au sommet d'une fraîche appelante sous le vent, le souffle d'un flocon de neige, voyage d'une vie. Si j'arpente sauvage, le vaste et l'éclair, l'horizon, son aube d'érythrée, Sardanapale sur sa couche, ses draps, si les voiles et la proue dans mes mains me portent vers un néant de sel, le cri quand il n'y a plus, ni silence, ni suspens. J'ai tellement osé, tellement franchi qu'une éclipse, un croissant de lune éclaire mes yeux. Regarde, le jour se lève. Voilà, nous lui dédions cette conférence de présentation de l'anthologie. Tout à fait. Et je vais continuer du coup avec un texte de Mireille Fargier-Caruso, qui est une autrice qui a déjà publié 2 recueils chez nous et qui publiera son prochain dans quelques mois. Donc, de l'irréversible battement du cœur. Avec cette phrase d'introduction de Yankelevitch, il s'agit surtout de passionner le temps. Un désir fou de durée se prolonge. Tu ne peux l'enrayer. On ne décide pas cet appétit de vivre. Tu poses chaque jour un bouquet sur la table, saisis d'un même geste la magie d'un parfum, l'élan si court des fleurs, comme si tu pouvais retenir l'éphémère. Volets fermés, la bouche déjà pleine de terre, tu vis l'ambivalence, crainte et attrait de l'éphémère, lui qui donne plus de saveur à la durée. Merci Ariane. Alors, nous poursuivons notre voyage dans le livre et nous arrivons à la première des 4 lettres E, le E de envol. Envol, bien sûr, nous y évoquons les oiseaux, les libellules, les cigales, tous ces petits êtres vivants dont la vie est plus brève que la nôtre. Et nous avons choisi de vous faire entendre 2 textes. D'abord, un poème du poète et romancier d'origine haïtienne Louis-Philippe d'Alembert, qui a publié chez nous il y a un peu plus d'1 an Cantique du balbutiement. Et voici le poème intitulé Passage. Le papillon s'agite dans le petit matin de la Saint-Jean. L'heure est douce encore, le papillon s'agite à chamailler la lumière pour enjoliver l'horizon. Il s'agite, le pavillon de la Saint-Jean, s'agite en feutrement d'ailes, en arabesque nuptiale, bleu, jaune et fragile d'étourdissement, dérobant le regard des humains dans le petit matin. Le papillon s'agite, volubile et fugace, pareil à ceux de l'enfance abolie. Qui lui dira qu'au bout de tant d'éclaboussures, de tant d'élytres et d'antennes lustrées, qui lui dira qu'au bout du jour, à l'heure où l'air retrouve calme et douceur, l'attend la mort, implacable et brutale. Voilà. Et un deuxième texte donc, dans cette seconde partie de la poétesse Kim Soo-ho, qui est une poétesse coréenne et dont les textes ont été traduits par Kim Yoon-ja, avec qui on a fait de nombreux livres, et notamment tout récemment cette anthologie « C'est l'heure où le monde s'agrandit », qui rassemble 11 poètes de Corée du Sud.
Et pour les Parisiens et Parisiennes d'entre vous, il y aura une présentation de ce livre ce samedi à la librairie Le Phénix. Voilà. Donc ce texte s'appelle L'oiseau. Quelque chose a flotté dans l'air. Cette chose fugace entrevue ressemblait à un mouchoir blanc en tissu, à une main blanche floue tenant un mouchoir qui venait d'essuyer les larmes de quelqu'un. À l'instant où j'ai eu cette impression, les larmes sur mon visage étaient déjà complètement essuyées. Qui était-ce? Je ne me pose pas la question. Ma part, c'est de bien garder cet instant en mémoire et d'essuyer les larmes de qui s'approcherait de moi. C'est de préparer un mouchoir blanc bien propre afin de pouvoir l'utiliser à tout moment, un mouchoir qui abolit la différence. Merci Ariane. Alors on retrouve aussi, parmi d'autres, dans ce chapitre, chaque chapitre compte à peu près une dizaine d'auteurs. On y retrouve un très beau poème de Viviane Chiampi. Merci Viviane pour le texte intitulé « Et dansons maintenant », qui est un texte justement sur le geste éphémère de la danse. Et puis on y retrouve aussi un texte de Tanella Boni intitulé « Toi l'oiseau multicolore ». Et nous en arrivons à notre troisième chapitre, l'éphémère, P comme passion. Évidemment, c'est une thématique qui était totalement incontournable. Et là, on a un problème parce qu'on a absolument toute envie de vous lire. Alors, on va commencer avec un texte de Marianne Catzaras. Oui. Voilà. Dont on a publié également un recueil à la rentrée au mois d'août qui s'appelle « J'ai fermé mes maisons ». Et donc ce texte, c'est ma petite souffrante. Ma petite souffrante, ma toute petite, poumon de mes poumons, chair de ma chair, ne te noie pas, ne t'endors pas, il fait encore jour. À qui vais-je montrer les étoiles? À qui vais-je parler de la chienne? Ma petite orageuse, mon immense chanteuse, frêle et fragile, à qui vais-je parler des chemins qui trahissent? Ma petite, ma belle, mon intime, mon souffle, mon murmure, mon antichambre, mon cadavre parfumé, à qui vais-je parler du temps, mon secret au grand jour, mes matins apeurés, ma mystérieuse, ma belle, mon amie, mon amour, pourquoi ce cri strident à la fenêtre? Mon éphémère, mon éternel, mon pays amputé, mon invisible, ma blessure ouverte, mon pays défait, mes yeux dépouillés, ma tout-aimée, aux mille noms de léger, mes cendres où tu viendras te poser, mon immense alphabet, mon texte jamais écrit, ma forêt, mon cri continu, ma terre arrachée, mes pleurs, mon Iphigénie. Voilà. C'est un texte qui figure dans ce livre, J'ai fermé mes maisons, qui rassemble les poèmes de Marianne Catzaras accompagnés de photographies. Voici une par exemple, puisqu'elle est elle-même photographe fort connue, notamment dans le pourtour méditerranéen, avec des expositions en Italie, en Espagne, en Tunisie, en France. Voilà. J'en profite pour vous dire que une anthologie, ça sert à cela aussi, hein, à faire entendre des textes qui ont été publiés récemment, leur donner aussi une chance de rencontrer un lectorat plus large, hein, puisque finalement, au moment du Printemps des poètes, ce qui est formidable pour chacun de nous, c'est que, au fond, la poésie annexe les franges d'un lectorat qui souvent lui est un peu étranger. Donc c'est quand même une période qui est toujours prometteuse et importante. Et puis l'anthologie sert aussi à faire entendre des textes inédits, il y en a beaucoup dans ce livre, ou des textes qui seront publiés dans l'année. Je pense par exemple au texte de Samantha Berenson qui va paraître dans quelques mois ou quelques semaines aux éditions de l'Attente, et tant d'autres. Alors nous poursuivons avec un poème de René-Guy Cadou. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer, non pas le livre, il est à l'impression, mais une petite plaquette. Vous voyez, on a fait une petite plaquette de 8 pages. Si elle vous intéresse, on peut vous l'envoyer. Il suffira de nous le faire savoir par mail ou dans le chat.
Petite plaquette qui présente 2 livres inédits que nous publions, l'un de René Guicadou, l'autre d'Hélène Cadou. 45 poèmes inédits de René Guicadou, ça c'est tout à fait extraordinaire. Ses œuvres poétiques complètes sont parues chez Segers, comme je le disais, en 1976. Et donc voilà, publier un livre entier de textes que personne, pour ainsi dire, n'avait vu jusqu'alors, c'est merveilleux. On a envie de se dire, ben voilà, ça y est, j'ai fait mon temps comme éditeur, maintenant je peux m'arrêter ou je peux disparaître. L'essentiel est fait, parce que ça, c'est vraiment génial. Et puis, Hélène Cadou, voyez, ce livre jaune rassemble 120 poèmes inédits d'Hélène Cadou. Ça, c'est merveilleux. Et vous le voyez, les 2 titres se lisent comme un seul vers. Hein, j'ai le soleil à vivre et le ciel m'est rendu. Voilà. Alors, je vous lis justement un de ces poèmes inédits de René Guicadou. Il s'intitule Venue d'Hélène. Femme, on dit une femme et c'est un arbre. Elle a des fleurs, ses rameaux chantent sur le marbre, de sa poitrine est un oiseau. Dieu la nomma, il fit voler tous les copeaux, du ciel sur son visage pour ensoleiller son corsage. Il prit la bonne paille où dorment les chevaux. Vint le printemps, le blé monta jusqu'à ses hanches. Elle eut 2 mains, l'une pour le dimanche, l'autre pour avancer le sel aux vagabonds. J'allais partir, le bleu manquait et je touchais le fond. De ma vie, comme on remue les pierres, c'était la grande panne de lumière. Lorsque l'arbre passa, il parlait bien, le grain roulait entre ses doigts, son dos portait des traces d'ailes. Cet arbre ressemblait à celle que j'attends depuis tant de mois. Lentement, il monta les marches, trouva la nuit et l'emporta. À sa place, mit une lampe à flamme douce de lilas. Je prends ses mains, je n'ai plus mal. Je suis une longue patience végétale. Et ça se termine par cette dédicace qui était dans le manuscrit, bien évidemment autographe, à la forêt pour ma petite laine chérie, ce 3 mai 1944, son René. Ouais, tu vas peut-être nous lire ton texte, Bruno, quand même. Un poème qui est extrait du dernier recueil de Bruno Doucet, donc 22 Bureaux des longitudes. Si tu le retrouves. Ouais. Vous êtes dans le livre. Alors, ben voilà. Bureau des longitudes. Entre le méridien de ton dos et le premier parallèle de mes bras, entre mes latitudes terrestres et la ligne de partage de tes eaux, entre ton pôle et le mien, aux antipodes de l'abandon, entre les zones pélagiques de ton corps et les bancs de sable du repos, entre tes hémisphères et ma chevelure, entre mes déserts et la vague où tu ne t'aventures qu'en pensée, entre ton nord, ton sud, ton est, ton ouest, à la confluence de nos imaginaires, entre l'Ubac et l'Adret dans l'équilibre de nos choix, s'exerce une géographie physique de la tendresse. Nous y marchons, nous vivons, nous aimons, sans craindre l'érosion des sols, la combustion des jours. Sous la surface de la terre, des nappes phréatiques concentrent nos efforts. Par endroits, l'eau remonte, ouvrant la page d'une vasque, d'un gourd, d'une anse, où des hirondelles ponctuent leur circonvolution. Dans le bureau des longitudes, nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Le soleil, la lune, les planètes, les grains de sable à la surface de ta peau, la mécanique des jours, le brusqué, le soudain, l'immense fait de si peu, l'inépuisable diversité du monde, nos vies si brèves, tant de fois réinventées, la main et l'épaule, le cœur et ses saisons, le lit, la table, la dramaturgie des nuages sur le flanc de la montagne, la terre ocre presque rouge, la chapelle où personne n'est entré, l'abeille et la pierre encore chaude, ce 22 août sous l'oranger. On passe au chapitre consacré au H de l'éphémère. Et ça nous semblait évident de mettre le H d'humanité. Oui, ça aurait pu être aussi parfois le H de H,
hein, parce que c'est là que figurent peut-être quelques-uns des textes les plus durs de l'anthologie. Et on a fait le choix de vous en... On en a retenu deux. Et on commence avec celle dont le premier recueil a un peu défrayé la chronique, Katerina Apostolopoulou, avec J'ai vu Sisyphe heureux, qui est un livre qui est paru au début du premier confinement et qui a un chemin éditorial absolument merveilleux. Mais ce que Ariane va vous lire est un texte inédit. Tout à fait. Qui s'intitule « Je ne veux pas pleurer sur l'eau qui coule ». Je ne veux pas pleurer sur l'eau qui coule. On ne retient rien, on le sait. Pas une goutte, pas une goutte. Toi aussi tu as coulé, tu m'as fui, c'est ainsi. Et moi je reste, et moi je dis, je ne veux pas pleurer sur l'eau qui coule. Peut-être plus tard, peut-être plus loin, encore nous deux ou pas du tout. Peut-être tout, peut-être rien. Dire peut-être, c'est peut-être fou. Que restera-t-il de tout ça, de ce qu'on fut, si tu t'en vas? Bonne route et je m'en vais aussi. Préférerais-je oublier? Voudrais-je m'en souvenir? Je ne le sais, je ne le sais. Mais une chose est certaine, je ne veux pas pleurer sur l'eau qui coule. Adieu, à tout à l'heure, ami. Au revoir, à jamais. Ça n'a aucune importance. Et l'eau est fraîche. Viens. En écho, un texte de Frédéric Jacques Temple. Alors, c'était difficile de choisir un poème de Frédéric parce que il y a tant de poèmes qui évoquent l'éphémère, la question de la durée, la condition humaine. On aurait pu choisir celui qui est en quatrième de couverture de ce livre que nous avions publié en 2012, La mort seule immortelle, je sais qu'un jour elle m'emportera. Je m'insurge, maudis le fatal rendez-vous, insulte l'ignoble bête noire, mais de perdre de la vie la moindre goutte de son miel. Mais ce n'est pas celui-là que nous avons retenu. C'est un texte étonnant, puissant, un peu baroque, intitulé Si peu de temps. Adieu, les siècles dévorés par l'infini vortex, réduits à ne laisser que traces au fond des livres, reliques émergées, fruits du hasard, des labours, des forêts, des rivières, des mers, stèles, vases, effigies, armes, bustes, sanctuaires, obscurs passés en présent convertis, pour épaissir les sédiments de la mémoire, telle une lie déposée par le vin, pâle reflet de griserie défunte. On l'avait redouté, espéré, cet an 1000, et les 7 trompettes de l'Apocalypse qui devaient culbuter les murailles du monde, et l'ardente lumière explosant dans la nuit d'Armageddon. Rien n'est venu, pas un bruit d'aile, nulle clameur trouant les cieux, ou froissement de robes d'anges, séraphins, trône, domination, ni les cohortes des vertus, chérubins et puissances, archanges, rutilant en ordre de bataille, tout cuirassé d'embrasement. Rien n'est venu, sinon dans la routine quotidienne, l'ignoble et le banal, au fil des siècles, pestes, scrofules et massacres, marées de sang, tortures, cendres, qui n'étonne plus les hommes. Alors, adieu, neige d'antan, que je n'ai pas connue, tous ces 100 fois 20 ans, à jamais abolis dans l'océan du vide, où l'éternité prend ses sources. Alors, bonjour à vous, les siècles à venir où je ne serai pas. Bonjour à vous 10 fois 100 ans, en procession future à la même cadence, indifférent au sang versé, aux larmes, aux naufrages, aux hécatombes, à tous les tremblements et les délires de cette mappe monde singulière où je fus si peu de temps et qui m'oublie déjà, roulant vers un béant vertige. On continue avec le E de enfance, donc le deuxième E du mot éphémère. Et on commence avec le poème de Thierry Renard, avec qui depuis 5 ans j'élabore ces anthologies du Printemps des poètes, qui vous salue et qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais dont voici le poème inédit, Mon corps d'enfant. Mon sang soudain s'est figé, mon cœur a cessé de battre.
Mon cœur d'enfant dont les aspirations et toutes les pensées ne poursuivent désormais qu'un seul but. Mon cœur renaît avec l'espoir de voir dans le ciel de nouveau briller les étoiles. Mon cœur d'enfant bat plus fort que mes rêves, tendu tout entier vers l'inconnu. Trop de larmes d'amertume ont déjà coulé sur mes joues, pas une seule ligne et pas un seul mot dorénavant nous appartiennent. Pas d'immortalité, aucune. L'œil trouble et la voix émue, le regard inquiet, se défaire du silence. Et on poursuit avec un texte de Muriel Zac qui est paru dans ce livre, Immenses sont leurs ailes, accompagné par les illustrations de Nathalie Novi et qui est consacré aux enfants de Syrie. Donc voilà, c'était un projet qui Alors, leur... c'est un livre qui nous tient fortement à cœur et qui rassemble les portraits d'enfants syriens réalisés par Nathalie Novi au cours de ces dernières années. Des portraits qui disent tous la même chose, enfants de Syrie, enfants de nos guerres, je ne t'oublie pas. Et Muriel a rédigé un long poème narratif pour les enfants, mettant en scène deux enfants syriens, et vous allez entendre une page de ce recueil. Elle était blanche, la page. Il y a longtemps, très longtemps. Je ne me souviens plus, ça fait si longtemps. On dirait que j'ai 1000 ans. On dirait que l'encre a maculé le papier, comme la guerre a noirci le soleil. Pourtant, dans ma vie d'avant, le soleil ne frappait pas avant d'entrer dans la maison. Il était là, tous les jours, assis à la table du déjeuner. Dans ma vie d'avant, le soleil épinglait ses éclats au miroir de mes journées. Tu rentres de l'école, tu te laves les mains, tu fais tes devoirs, tu cours chercher les enfants des voisins. Aujourd'hui, chez toi, ça embaume le cumin. Chez Fares, c'est jour de menthe et de citron. Chez Nizar, poivre et cannelle ont pris le pouvoir. Les kébés seront bons. Patience, dois mijoter encore un peu. Vous avez le temps de taper dans le ballon. Vous avez le temps d'inventer des histoires. Vous avez le temps de siffler, tout doucement, au bord de la fontaine pour apprivoiser la fauvette de la cour. Vous avez le temps de chanter, de crier, de danser. Vous avez le temps d'être des enfants. Oui, vous aviez le temps. Merci Ariane, et comme le temps passe pour nous aussi, hein, nous allons passer à la lettre M, le M de mémoire, et nous avons décidé d'ouvrir ce chapitre intéressant par trois poètes japonais. Tous trois ont été traduits ou co-traduits par notre ami Dominique Chipeau, et tous trois appartiennent à un même genre qui est le haïku d'adieu. Et l'on commence avec une grande voix de la poésie japonaise, Takako Hashimoto, et ce haïku d'adieu. Un jour de neige, choyé dans le bain, chaque doigt, chaque orteil. Et un haïku de Kijo Murakami. L'abeille d'hiver, sans endroit où mourir, se traîne. Et enfin, ce haïku d'adieu de Fukio Shiba, du persil, le petit morceau balayé dans la cheminée. On va vous lire également donc un extrait du dernier recueil de Jeanne Benhammer que vous avez peut-être vu passer en ce mois de janvier, donc qui s'appelle Le Pas d'Isis et qui est sorti donc récemment en librairie. J'imagine un monde où sera précieux d'écouter la pensée qui se cherche au fond de soi, la saisir et la nourrir, lui donner forme singulière et partageable. Un monde où le regard se rendra prêt à voir ce qui passe inaperçu, prêt à accueillir l'ailleurs jusqu'au plus profond de nos os. Quand nous marchons ainsi, lentement, nous nous transformons. L'empreinte de nos pieds a beau être semblable et semblable, nous sommes différents, de laisser la pensée se poser en nous. Les mots nous habitent, nous sommes leur logis éphémère. Parlés par d'autres bouches, ils auront un sens nouveau,
Ce seront toujours les mêmes mots, comme nos empreintes sur le sable. Mais le mot pensé, le mot écrit, le mot lu ne sont pas les mêmes. Comme aucun pas jamais ne peut être semblable à la trace qui le précède. Ah, comme rien jamais n'appartient, comme le sable est le sable, et comme rien ne le retiendra. Dans ce chapitre encore, un texte de Samantha Baranson intitulé Virgule, un poème, plus exactement une chanson de Jean-Gabriel Cosculuela, Désir d'oubli, adressé à Bernard Noël, où cette chanson de Victor Ralat et Recuerdo Amanda, à laquelle répond le poème de Carmen Yanez, Papillon en apesanteur, qui évoque les femmes disparues de la dictature. Voilà. On n'aura pas le temps de le lire et on va passer directement au troisième E du mot éphémère et nous avons choisi le E de énigme. Nous ouvrons avec un court poème de René de Pestre consacré à un événement que chacun d'entre nous, je pense, sauf peut-être les très jeunes, ont vécu, l'éclipse du 11 août 1999. Tu t'en souviens? Pas trop, non. Non, mais moi, je m'en souviens et d'autres que moi doivent s'en souvenir aussi. L'éclipse du 11 août 1999. La galaxie compte un nombre infini de sphères au gaz incandescent. L'étoile qui protège ma rage de vivre est une inconnue entre des milliards d'autres. Aussi banale que la pluie d'août, mon ami rouge concède à ma vie 3 minutes de douceur lors d'un éphémère soir de tendresse. René de Pestre. Donc on va vous lire, on va accélérer un peu, mais on vous lit quand même un extrait du dernier recueil d'Hélène Dorion, l'une de nos poétesses québécoises, qui a publié en octobre Mes forêts, qui est un très beau recueil où elle se concentre sur les forêts du Canada bien sûr, mais aussi les forêts intérieures. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps, gouttes de pluie et grains de sable, l'éclosion d'un bourgeon, la branche qui tombe, l'avancée d'un nuage dans le bleu, la nuit se brise à l'horizon, un vent plus léger que les autres. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps, l'heure mauve, les glaces qui se rompent, la lumière de midi, une secousse, l'ondée vive, le sol craquelle. C'est le murmure d'une forêt, le bruit du monde, l'écoulement du temps, l'écoulement du temps. C'est un exercice difficile parce qu'on a envie de tout vous lire et puis on voit s'afficher devant nous un petit compteur qui est celui du temps qui passe et donc nous allons faire des choix de textes courts pour poursuivre ce voyage. Nous en arrivons à la lettre R. Je ne sais pas ce que vous auriez choisi. Vous pouvez vous poser la question. Mais pour nous, le R, compte tenu de ce qui précédait, c'était le R de rêve. Et on commence avec un poème de Michel Ménaché intitulé Les archives du cœur, qui est un hommage à Christian Boltanski qui nous a quittés il y a quelques mois. Les 1000 vaisseaux du cœur multiples réveillent la nuit des profondeurs. Tempo planétaire, Teshima retentit de tachycardie océane. Un radeau cosmique s'égare avec à son bord les rêves perdus de Christian Boltanski. Oui. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on va le prendre. Bon, donc ce que je vais vous lire, c'est un texte de Laura Luthard et on est tout à fait ravis de vous le lire parce que Laura Luthard, elle va rejoindre la maison d'édition en tant que jeune poétesse dans quelques mois puisqu'elle publiera son premier recueil chez nous au mois d'avril et ce recueil s'intitulera Au bord du bord. La jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place. Les boules de sincérité brinque-ballées sous les semelles de refus et les chemises en lin. Quelques parasols servent de refuge éphémère. La pierre des piliers a beau être malade, la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place, c'est sa tâche. Merci Ariane. Et dans ce chapitre aussi, plusieurs jeunes poètes
Nous les avons rassemblés sous le titre Les poètes de la revue Gustave, qui est une revue en ligne que le poète Stéphane Bataillon, également présent dans cette anthologie, a fondée et qui l'anime. Et on y trouve notamment un poème d'Ariane. Voilà. Et on termine avec l'éternité, le dernier E d'éphémère, l'éternité. On va peut-être aller directement. Alors, impossible de tout vous lire, malheureusement. On aurait aimé, Dominique, lire ton texte, mais le temps passe vite. On vous renvoie à cette anthologie et au très beau poème de Dominique Sorante, Fleurs de misère pourpre. Et on va terminer avec, on le fera à deux voix, un poème de Louise Dupré, intitulé Exercice de joie, qui est le troisième livre d'une trilogie qui a commencé chez nous en 2014 avec le livre Plus haut que les flammes, qui était un livre sur Auschwitz. En ce jour d'anniversaire, nous sommes le 27 janvier, je tenais à le rappeler. Et le troisième livre s'intitule Exercice de joie. Il sera publié conjointement au Québec par les éditions du Noroît et chez nous, en France, en septembre prochain. Exercice de joie. Il faudrait inventer un mot pour l'euphorie qui émerge soudain de la douleur. La prend de vitesse, un mot avec des ailes, comme les nuées d'éphémères survolant les marécages, le temps de se reproduire avant de plonger dans le néant. Un mot léger, exubérant, parfumé, couleur de fruits et de sève, si sonore qu'on sentirait à nouveau la vie bouillonner sur les lèvres, à nouveau la fièvre de croître, de se multiplier, et l'appétit de rire et de s'amuser. Un mot de la main gauche avec des taches d'encre sur la paume, un mot d'adolescent qui ne se doute pas qu'il deviendra vieux. Il faudrait apprendre à résoudre l'énigme des insectes. Tu appelles la joie comme si elle pouvait te reconnaître, comme si tu commençais à lui appartenir. Elle n'est plus l'envers de la douleur, mais une élévation, une robe de lumière. Tu le dois à tes morts. Tu sais maintenant qu'ils ne t'ont pas oublié. Une fois morte, toi non plus tu n'oublieras pas tes vivants. Tu voudras rester près d'eux, tout près, mais sans les encombrer. Tu ne crois pas au ciel, mais tu as toujours cru en la bienveillance de la terre. C'est là le mystère de ta foi. Tu n'essaies plus de comprendre, seulement de mieux respirer. Voilà, tu n'essaies plus de comprendre, pardon, seulement de mieux respirer. Je crois que la poésie, ça sert à cela, à ouvrir des portes de sortie, à créer des fenêtres dans les murs trop épais et à élargir le monde. C'est aussi ce que fait l'artiste Ernest Pignon-Ernest, sur lequel nous allons terminer cette présentation. Nous lui avons consacré une petite dizaine de pages dans cette anthologie, en reprenant un texte publié par Ernest dans les cahiers de médiologie dirigés par Régis Debray. En 2003, il publiait dans un numéro intitulé Éternel éphémère un long texte sur ses pratiques artistiques, lui, le colleur d'affiches, lui qui voue son travail à l'éphémère, puisqu'il appose des images sur les murs des villes et qu'il laisse le temps faire son œuvre sur ces originaux qu'il a parfois osé placarder. Alors vous voyez ici par exemple Rimbaud, une page, ça c'est la page du livre consacré à Rimbaud. Vous voyez ici Maurice Audin, voilà, c'est une campagne d'affichage en Algérie. Et puis là, nous sommes à Soweto, j'ai pas le temps de vous raconter tout cela, mais vous lirez ce texte d'Ernest Pignon-Ernest, et nous voici à Naples, où il a fait un travail particulièrement important, travaillant sur la précarité du support et acceptant la disparition et la mort programmée des œuvres parfois vraiment extraordinaires qu'il réalise. Merci pour vos petits mots, ça fait vraiment très très chaud au cœur et ça vient apaiser le sentiment de solitude qu'on éprouve forcément quand on parle à un écran d'ordinateur. On se sent relié
Et puis, j'ai envie de vous dire aussi qu'on passe beaucoup de temps à construire une anthologie pour faire autre chose que l'ordre insignifiant de l'alphabet. C'est un gros travail pour arriver à construire un livre comme celui-ci, puis faire en sorte aussi que toutes les têtes de chapitre soient précédées d'une page blanche pour donner à la page de titre toute sa résonance. Et voilà, on y passe beaucoup de temps. Et si nous construisons un livre comme celui-ci, c'est pour que vous puissiez le déconstruire et le reconstruire à votre manière, partant du principe que la meilleure anthologie, c'est toujours celle que l'on fait soi-même. Et donc, il y a d'autres chemins possibles à l'intérieur d'un livre comme celui-ci, et puis 1001 pistes de créatives pour, par exemple, mener des ateliers d'écriture ou pour pouvoir vivre là où vous vous trouvez votre printemps des poètes. Voilà, si vous avez des questions, non, pas de questions. Eh ben, je crois que l'heure est venue de vous remercier. Merci Bruno aussi pour cette présentation. Merci Thierry pour tout le travail fourni pour l'anthologie, même s'il n'est pas avec nous. Et merci à tous les auteurs et les autrices qui ont été là. Merci à vous, ça fait chaud au cœur de vous voir. On n'a pas vu tout le monde, mais voilà, quand même. C'était très agréable. On voit des bras qui se lèvent, on voit des sourires, donc c'est vraiment formidable. Bravo. Voilà. Bravo. On vous remercie tous, et puis il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent printemps des poètes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.